La même personnalité, c'est-à-dire rigolo, plaisantin, un peu comme ça. Oui, je change pas. De ce côté-là, c'est dans mon ADN, hein, je peux rien faire. Hein. Je suis toujours le même. Non, pas du tout. C'est plus des petits claquements, des trucs comme ça incompréhensibles, mais c'est moi qui ai décidé de faire ça pour que ça soit plus compréhensible, parce que si j'avais fait... Vous n'auriez pas compris, hein. Donc là, par exemple, j'ai dit « Bonjour, comment ça va ?» Ok, merci. From when and how France and USA cooperate on secret space programs? Alors, j'ai pas la réponse exacte, mais en tout cas, pour ma part, à moi, ça a commencé dans les années 90, quand j'étais adulte, mais avant, c'était beaucoup plus jeune, quand j'avais 13 ans. Mais, sachant que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des accords entre la France et les États-Unis, et que les États-Unis ont aidé la France, eh bien, il y a beaucoup de bases militaires qui... comme vous le savez, ont ce qu'il y a au-dessus, un peu comme les icebergs, et ce qu'il y a en dessous. Donc quand les Américains sont partis et qu'ils ont rendu les clés de la boutique, eh bien ils ont conservé ce qu'il y avait en dessous. Les accords entre les États-Unis et la France, il faut savoir que... Bon, moi je ne fais pas de politique, ok? Je vais vous dire simplement ce que je sais. C'est que ce sont les plus grands amis du monde, en fait. Toutes ces guerres qu'on nous fait croire, c'est du pipeau. Et croyez-moi, c'est vraiment la vérité. Alors, je vais ajouter un petit complément par rapport aux informations qu'on a eues sur le cas, la rencontre de Jack Crean. Et bien donc là, l'information, c'était donc la rencontre de Jack Crean date de 1973. Et donc, et là, Thor Han a dit qu'il y avait une base secrète des extraterrestres et de la Fédération Galactique en Belgique, donc il collabore avec l'Europe, au moins depuis 1973. Bonjour. Non, je n'ai pas abordé, nous n'avons pas abordé cette question avec lui, mais il y a toujours cette question de directive première, premièrement. Il y a également il y a beaucoup d'éléments dans cette question. Il y a des organismes, on va dire, sombres qui modifient le climat, ça c'est une évidence. Mais il y a aussi une comment on va dire, contrepartie du côté positif qui essaye de pallier à tout ça, d'arrêter, de contrecarrer ce qu'ils font. Et ça se voit souvent dans des ouragans qui sont déviés, des choses comme ça. En tant que terraformeur, oui, hein, on peut modifier le climat, absolument, comme on veut. Mais le truc, c'est que quand, par exemple, l'état sombre crée une distorsion climatique sur un endroit de la planète, par exemple un ouragan artificiel, ça bouge toutes les masses des vents sur pratiquement la moitié de la planète, si ce n'est toute la planète. Et interagir subitement, brutalement, pour détruire un ouragan, l'arrêter, le maîtriser tout d'un coup, pour sauver le plus de vies possible. Un ouragan, c'est ces ouragans, l'état sombre, ces ouragans artificiels, ils le fabriquent, ça prend plusieurs jours, c'est sur une période de plusieurs jours, ils vont le grandir en intensité, etc., pour que ça paraisse naturel. Mais oui, les galactiques ont le pouvoir d'arrêter d'un coup, mais s'ils font ça, ça crée des déséquilibres brutaux de masse d'air qui sont plus meurtrières que l'ouragan. Voilà, donc c'est la situation. Personnellement, oui, j'ai trouvé de l'eau, j'ai vu de l'eau sur différents endroits qui ne sont pas la Terre. L'eau garde ses propriétés, l'eau est l'eau, elle garde ses propriétés, exactement les mêmes propriétés qu'il y a sur Terre. Maintenant, je veux bien passer le micro à Jean-Charles parce qu'il a une expérience à partager aussi, je suppose, oui.
Ben oui, l'eau étant déjà l'élément de la vie, quand on dit sur une planète il y a de l'eau, il y a forcément des micro-organismes, donc il y a de l'eau partout dans l'univers. Maintenant, pour moi, pour expérience personnelle, sur Antares, il y avait de l'eau. Mais l'eau était rouge. Et elle avait des propriétés curatives. Puisque si vous vous souvenez, eh bien, elle a guéri la brûlure de ma mère sur la main instantanément. Donc, l'eau étant un élément sur la Terre qui permet d'avoir d'autres propriétés que de la boire ou quoi que ce soit, eh bien, sur d'autres planètes, c'est un élément qui est essentiel à la vie. Parce que si vous n'avez pas d'eau, il n'y a rien qui pousse. Vous êtes obligé d'avoir de l'eau, c'est important. Donc, moi, j'avais de l'eau qui était rouge sur Antares. C'était vraiment comme une mer, mais l'eau était rougeoyante, avec des cristaux à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est les cristaux qui donnaient les propriétés à l'eau au niveau curatif, ou si c'était l'eau elle-même qui était tapie comme du sable au fait en fond de la mer. Mais oui, pour répondre à votre question, il y a de l'eau sur d'autres planètes qui ont des propriétés, notamment celle d'Antares. Ouais. Disons que il y a des vibrations, on comprend que l'eau, dans le mécanisme de mémoire de l'eau, eh bien, il y a des vibrations, des ondes de compression qui sont mémorisées dans l'eau. C'est ma vision des choses. Et donc, de toute façon, l'éther est aussi présent dans l'eau. L'éther est présent partout, y compris dans l'eau. Donc là, c'est plus l'éther qui va porter de l'information, en plus de l'eau elle-même. Nous sommes encore en phase de recherche et de caractérisation de cet éther et du frill. En fait, c'est surtout le frill généré par cet éther. Donc nous sommes avec Dan Willis. Je vais passer la parole à Dan. Hello everyone. Bonjour tout le monde. Oui, c'est un challenge de quantifier donc le frill. Vous savez, c'est un des principaux objectifs d'être en mesure de quantifier et donc mesurer concrètement cette technologie que nous avons reçue. Nous avons un nouveau modèle de générateur de frill que nous avons assemblé et nous allons faire des expérimentations sur les plantes. Parce que donc, le frill permet aux plantes d'avoir une croissance beaucoup plus rapide. Et donc je vais rejoindre Chris dans le Colorado en septembre. Nous allons sans doute faire ces expérimentations qui seront présentées à vous et à tout le monde. C'est une des choses sur lesquelles nous travaillons. Chris travaille sur des interféromètres laser, donc comme nous avions suggéré de le faire, parce que sans doute le frill a une capacité de courber la lumière. C'est un de mes principaux objectifs, quantifier cette technologie que nous venons juste de recevoir. Merci Dan. Alors, je dirais, il fonctionne à la manière de cristaux dans un certain sens, mais ils ne sont pas vraiment des cristaux, ce sont des centres énergétiques. Chaque chakra a une fonction pour le corps, on va dire le corps éthérique, on peut dire ça. Donc voilà, donc ce serait ma réponse, mais je veux bien passer à Dan. Eh bien, notre corps, qui comporte donc ces vortex, qui sont familiers donc avec les notions de chakra, ces vortex ont des fréquences en eux-mêmes. Et ces fréquences donc créent des formes géométriques. Dans un sens, on pourrait dire que nous avons donc une structure cristalline basée sur ces fréquences à l'intérieur de notre corps et des vortex dans notre corps. Je pense que c'est une bonne explication. Merci. Je ne suis pas familier de cette île-là, mais je connais l'île Rothschild, qui se trouve sur la péninsule de l'Antarctique. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans mes recherches sur l'île Rothschild, que non loin de cette île se trouve un immense ancien réseau au fond de l'océan. Les spéculations courent que ce réseau était utilisé par l'État profond pour modifier le climat.
Oui, alors, il y a un responsable. The Younger Dryas, ce qu'on appelle Younger Dryas, c'est un événement catastrophique qui est survenu à la fin du dernier âge glaciaire, en 9600 avant notre ère, qui a ravagé beaucoup de choses sur Terre. Il y a eu une grande inondation, un grand flood, une grande inondation. La fin d'un âge glaciaire, ça se fait progressivement. Ça avait déjà commencé. Les niveaux des eaux montaient, etc. Donc on savait, on voyait venir. Mais ce qu'il s'est passé, c'est que... bon, déjà, ce que je veux dire, avant de donner le responsable, il y a eu plusieurs floods, plusieurs inondations mineures, plus mineures et locales à travers l'histoire de la Terre. Donc ce n'était pas la première fois. Par exemple, des régions entières ont été, par exemple, inondées parce qu'il y avait un séisme et un lac débordait sur une mer ou quelque chose comme ça, ou des tsunamis, etc. Mais en ce qui concerne le Younger Dryas, pourquoi ça a été si brutal? C'est qu'un extraterrestre du nom de Enlil, qui s'est beaucoup pris pour Yahweh plus tard, Enlil était on lui avait donné en charge la Terre à ce moment-là. C'était un Anunnaki. Les Anunnaki étaient bien installés sur Terre et il voulait maintenir ce monde en esclavage. Le problème, c'est que les humains, on se connaît, on reste pas longtemps en esclavage, on se rebelle. Et on aime prendre de l'indépendance et se développer économiquement. Et nous aimons faire entendre nos voix ou notre voix. Et au goût d'Enlil, les voix des humains étaient devenues trop fortes. Et ça, c'est marqué dans les textes anciens en donnant le nom d'Enlil dans tous les textes anciens qu'on retrouve autour de la planète. Okay? Donc ça, s'il n'y a pas d'autres preuves, les voix des humains étaient devenues trop fortes. Ils prenaient trop d'indépendance. Donc ils voulaient faire un reset. Voilà. Et ce qu'il a fait, c'est que c'était la période de la fonte des calottes polaires, la fin d'un âge de glace. C'est cyclique, c'est naturel. Il a projeté un astéroïde de grande taille dans la calotte polaire du nord. Et ça a créé un raz-de-marée monstrueux, ainsi que des séismes. Et il y a eu des décennies et des décennies, voire des centaines d'années, de ténèbres sur Terre. C'était terrible, les gens se sont réfugiés sous terre, enfin c'était toute une catastrophe. Enlil était le responsable. Et tous les autres s'étaient rebellés contre cette décision. Mais c'est le plus fort. Voilà. J'ai une perspective, un point de vue là-dessus. Si vous lisez les dialogues de Platon, il décrit comment donc ce Crétéus, dans la Grèce antique, a été en Égypte en 600 avant Jésus-Christ. Et ce qu'il a appris des prêtres égyptiens, qu'il y avait donc cette super avancée, cette civilisation très avancée appelée l'Atlantide, et que près de 9000 ans avant, elle avait sombré, et la raison qu'il donnait pour cette catastrophe, qui avait donc englouti l'Atlantide, était que les Atlantes eux-mêmes étaient devenus assez agressifs et belliqueux, et essayaient de contrôler la planète par des séries de guerres qui ont mené éventuellement à leur destruction. Donc je pense que vous avez une explication pour qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui a mené à cette destruction de l'Atlantide. Ce qui était donc le pouvoir impérialiste et l'agenda des Atlantes. Mais ce que je trouve vraiment important est que cette légende de l'effondrement de l'Atlantide, que selon donc ce prêtre égyptien connaissait donc 9000 ans auparavant, est rapportée en 600 avant Jésus-Christ, et quand cette grande catastrophe et cet événement est apparu, ceci correspond exactement à ce que des scientifiques ont découvert récemment en examinant des couches de glace au Groenland, donc des carottages. Ils ont trouvé donc pendant l'époque du Younger Dryas, donc le Dryas récent, donc il y a eu des couches qui vont montrer qu'un réchauffement dramatique et très rapide de la température de la Terre
qui a mené donc à une fonte de la couche de glace laurentienne. Et c'est sans doute cela qui a été la cause du grand déluge. Je peux ajouter quelque chose à ça. Donc ceci, évidemment, vient de Solon. Les Atlantes, décrits comme agressifs, n'étaient pas les vrais Atlantes, c'était les colons. Atlantide était une civilisation très avancée sur le plan spirituel. Ils travaillaient sur l'énergie libre, leur capitale. Ah, excusez-moi, je l'ai dit en anglais. Donc la cité, la capitale, l'Atlantide était une colonie des Altiens. Donc c'était des êtres très évolués, mais les forces involutives ont infiltré la colonie et ils voulaient évidemment le pouvoir de cette capitale. Ils ont commencé à faire des expériences assez horribles pour détruire cette capitale et détruire la civilisation atlante, poser tous ces problèmes. Quand on met tout ça ensemble, donc évidemment, ils faisaient partie de la société atlante, mais les vrais Atlantes étaient des êtres très élevés sur le plan spirituel, qui ont été ensuite infiltrés par des colons. C'est comme ça qu'ils ont infiltré. Donc ils les ont fait écrouler de l'intérieur. Mais tu peux répondre, tu l'expliques mieux que moi. Ouais. Donc, alors, c'est moi qui m'y colle, c'est ça? Alors, il y a peut-être des puristes qui disent, mais non, c'est un astre, et puis... Alors, Elena aussi, elle sait des choses, alors je vais lui passer après. Alors, comme je l'ai dit, alors je ne sais pas si j'ai dit ça hier ou si je dis ça à l'autre session. À l'autre session, ok. La NASA aurait fait des expériences sur la Lune, comme ça, ils sont un petit peu plaisantins. Ils ont essayé de faire une petite explosion atomique pour voir. Et l'onde de choc a sonné creux comme une cloche de métal pendant plusieurs jours. Ça veut dire qu'elle était creuse. Et ils se sont rendus compte que les cavités qui étaient autour de la Lune, qui formaient les cratères, étaient un peu trop rectilignes, un peu trop parfaits. Et dans certains écrits, remontant à je ne sais pas quand, il est mentionné que la Lune n'était pas là. Or, ce n'est pas logique, puisqu'on dit qu'elle a toujours été là. Puis, donc, il existe une époque reculée, où cet astre, qui n'en est pas un, n'était pas là. Certaines personnes ont apparenté la Lune à un vaisseau spatial. Et si vous regardez un petit peu les films d'Hollywood, qui sont pas seulement des films, mais des clés, eh bien, il y a un film qui a été fait récemment sur la Lune qui était un énorme vaisseau spatial. Alors, fiction ou pas, on nous donne des indices, à vous de les détecter. Le truc, c'est que souvent, on l'a apparenté à l'étoile de la mort dans Star Wars, la guerre des étoiles. Ce serait un vaisseau, soi-disant. Il faut quand même savoir... Oui. C'est comment ? Ah ben vas-y maintenant, vas-y. Non, mais Elena l'a super bien expliqué hier. Non, mais c'est parce que j'avais plus la version de Jean-Charles, j'avais moins la version d'Elena, puis j'ai bien aimé sa version. Qu'en fait, c'était un astre avant, c'est ça, puis qu'elle a été creusée à pelle. Puis ils ont mis des installations dedans. C'est ça, hein? Bon, tu vois, je savais. J'avais pas fini. Alors, il y a des bruits qui courent. Encore, quand je dis des bruits qui courent, c'est à vous de comprendre entre les lignes, bien sûr. Comme quoi, le QG principal des antennes 5G serait indestructible puisqu'il ne serait pas sur la Terre. Il aurait été mis sur la Lune. Donc, comme ça, ceux qui veulent s'amuser à détruire les pylônes, ils peuvent y aller. Hein. C'est juste ça que je voulais vous dire. Petite information. Okay, what you want to know more about the moon? En français, pardon. Ben oui. C'est difficile. Hein? Qu'est-ce que vous voulez savoir plus sur la Lune? Que oui, ce planétoïde a été amené à un certain moment dans l'histoire par les Andromédanes, mais ce n'était pas leur technologie, c'était une technologie qui était plus ancienne. C'est un vrai planétoïde qui est naturel,
qui a été amené d'un autre système solaire, dans la constellation de la Grande Ourse, mais j'en suis pas sûre. Ça, c'est Alex Collier qui a l'information. Et ce planétoïde a été creusé pour être aménagé en vaisseau spatial. Et ils ont mis au centre une conscience plasmique, une conscience organique. Ce sont ces grandes consciences qui sont sans corps, non incarnées, qui sont dans l'espace. Ce sont des espèces à part entière. Pour faire le moteur, pour devenir le moteur de ce vaisseau spatial. Voilà. Donc la Lune, c'est en même temps un planétoïde naturel et en même temps un vaisseau spatial. Voilà. Et voilà. Merci. Si je puis me permettre, pendant mon temps, quand j'étais là-haut, on a fait plusieurs fois des arrêts sur la Lune. Et les niveaux donc, de l'installation, quand je me souviens, quand on allait en dessous, plus on allait en bas, plus la sécurité et plus la classification secrète était importante. On allait là, j'en parle dans mon livre, Le Cavalier de la colonie Cérès, on avait besoin de la puissance de la Lune pour des technologies qui avaient besoin d'énormément de puissance. Et les systèmes qui propulsaient la Lune, qui la maintenaient, étaient vraiment beaucoup plus puissants que ceux de la colonie Cérès. C'était des technologies très très anciennes et très puissantes. Et donc tous les autres programmes qui avaient accès à la surface ou à quelques niveaux en dessous de la surface n'avaient vraiment pas d'accès à la technologie qui était au centre, qui était très classifiée, même pour les programmes spatiaux les plus secrets, et surtout pour la colonie Cérès. Ok, eh bien, pour ajouter quelque chose à cette question, il y a donc dans le travail de Nassim Haramein, il a développé une théorie très intéressante, une explication qui dirait qu'au centre de la Terre, et au centre du Soleil et de la plupart des planètes, il y a un vortex ou un trou noir qui est donc le générateur d'une énergie considérable qui vient donc du centre de la planète. Et ceci correspond à ce que Radu Sinamar a dit, qu'ils avaient découvert donc qu'il y avait ce trou noir au centre de la Terre et qu'autour de ce trou noir se trouvait une énergie considérable qui était donc comme celle du Soleil, mais les civilisations de l'intérieur de la Terre pouvaient donc utiliser ces technologies et il a décrit donc quelques-unes de ces civilisations. Et Nassim Haramein donc a dit qu'il existait aussi donc les protons, il y avait donc les briques fondamentales du système solaire. Donc le proton, au centre de ceci, est aussi, comporte lui-même un trou noir à l'intérieur, donc ce qui est donc un mini-soleil. Ce que je sais de... Ah pardon, en français. Il faut me le dire, hein. Faut dire, français. English? Alors en anglais, pour Dan? Français. Bon, je vais le... Qu'est-ce que je fais, Chris? Je préférais que tu oui en anglais pour en que anglais? Dan et suivre la session. D'accord. Tous les êtres vivants, du moment qu'il y a un champ électromagnétique autour d'eux, peuvent accueillir une âme. Donc les planètes, de même que les humains, les animaux ou toute forme de vie, les planètes qui ont donc un champ magnétique, donc ce ne sont pas toutes les planètes, peuvent accueillir une conscience planétaire. Donc la Terre, pour la Terre, c'est le cas. Elle a une conscience. Elle est habitée par une conscience. Et à l'intérieur de chaque âme, de la même que votre corps humain, vous avez un vortex. Nous avons le vortex de la glande pinéale. Et ainsi, la Terre a son propre vortex qui lui permet, qui permet à sa conscience de se communiquer avec la source, de même que nous le pouvons nous-mêmes. Moi, dans ma compréhension de l'intra-terre, il y a quand même aussi une notion de densité qui peut être différente. Et donc, la Terre peut être représentée, ou l'intérieur de la Terre
peut contenir, peut avoir une certaine forme ou un certain contenu dans notre troisième densité, mais après, quand on parle de soleil central, je me représente ça plutôt dans une autre densité. Donc il faut déjà savoir à quelle densité on se situe. C'est moi ma compréhension pour essayer de me raccrocher à des choses que j'accepte plus facilement. Oui, je pense qu'Elena t'en avait parlé déjà. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ce que vous venez de dire. Puis, il y a certains enfants qui vont être... ça peut être plus difficile que d'autres. Mais comme peut-être qu'il y a aussi un petit peu la question, parce que je me souviens que quelqu'un avait déjà posé la question, pourquoi on les amène pas ici sur la Terre? Ben c'est parce qu'ils peuvent pas venir ici sur la Terre. On les envoie ailleurs, justement, dans d'autres systèmes pour qu'ils soient adoptés. Je sais pas si tu peux compléter un peu plus. Oui, les enfants hybrides qui sont sauvés ne peuvent pas retourner sur la Terre pour des raisons médicales, biologiques. Ils ont besoin de soins, de suivi. Ils ont certains régimes alimentaires, ils ont certains comportements, certains besoins médicaux. Mais c'est surtout que nous, on est prêts, mais pas tout le monde. Ils peuvent être jugés, maltraités, tués, pris pour des expériences. C'est pas sauf pour eux encore ici. Alors il y a deux types d'enfants hybrides. Il y a ceux qu'on réussit à sauver, et ceux-là ils ont été déconnectés de la ruche instantanément dès qu'ils ont été sauvés. Mais il y a tous les autres qui n'ont pas été sauvés, qui étaient encore connectés à cette ruche. Et ceux-là étaient dangereux parce qu'ils étaient les chevals de Troie. Voilà. Et c'est ceux-là qu'il ne fallait surtout pas amener sur Terre parce qu'ils auraient ils peuvent servir voilà, comme tu dis, voilà, c'était la différence. Alors, à nouveau, ce sont vraiment des souvenirs très très lointains de le temps où j'ai eu mes souvenirs qui sont revenus, ce dont je parle dans mon livre. Pour le mieux dont je puisse me souvenir, on a effacé mes enregistrements. Donc j'ai été visité par des psychiques hybrides, qui venaient de temps en temps sur la colonie Cérès. Et quand j'étais allé le voir, c'était la même chose qu'à Newkirn. Donc il y avait des enfants hybrides qui venaient, il y avait des lectures psychiques. Et les lectures psychiques dont je me souviens sur moi, il m'a dit, vous allez revenir sur Terre et vous allez garder votre mémoire. Et j'avais dit à tout le monde, les gardes, le capitaine, pendant les briefings, ils m'ont dit, non, tu ne peux pas garder ta mémoire. Ils pourront voir dans le futur, et si ils voient que tu as gardé ta mémoire, ils vont t'éliminer. J'ai dit donc aux psychiques, ok, bon, ils ne peuvent pas m'effacer mes mémoires, j'étais assez confiant. Et mon capitaine était devenu un ami, et à un certain point, il a pu effacer ses enregistrements. Comme ça, il a évité à ce que je sois lobotomisé à mon retour. Je pense que mon père a été enlevé avec moi cette nuit. Mais il était plus âgé que moi, donc son programme de 20 ans a été beaucoup moins plaisant que le mien, entre guillemets, car il a été adulte. Il a dû faire des travaux beaucoup plus difficiles, et quand il est revenu, mes relations avec mes parents et avec tout le monde d'ailleurs dans ma vie a complètement changé. Donc j'avais des émotions qui avaient vraiment changé complètement, et mon père aussi était transformé. Il a été affecté des semaines après, après le mois d'avril, en mai ou juin de cette année-là, pendant les vacances. Mon père m'a dit, mais je ne te reconnais pas du tout. Où est mon fils? Je veux mon fils. Je veux revoir mon vrai fils. Tout le monde avait changé. La dynamique de toute ma famille avait changé ce jour-là, le 15 avril 1982. Voyons. L'énergie plasmique et le frill. Bien. Nous savons que le frill se trouve partout dans le multivers et qui est excité par des ondes de compression, l'onde de tunnel, des vagues de tunnel, des vagues scalaires. Le niveau plasmique
je pense, agit différemment. Je ne sais pas si je peux le décrire comment il est différent. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment la même chose. Peut-être que quelqu'un peut m'aider là-dessus. Oui, ce que je peux dire d'un point de vue scientifique, le plasma est donc ce sont des ions, des atomes qui ont perdu des électrons. Donc c'est de la matière qui a perdu ses électrons. Ça, c'est un plasma. Et l'éther, donc c'est un peu plus bas au niveau que la matière. Et le vortex d'éther, donc il y a des protons, des neutrons et des électrons, tous sont des vortex de l'éther. Donc le plasma, lui, est plutôt de la matière qui a perdu ses électrons, alors que le frill serait plutôt... Nous essayons de caractériser vraiment ce que le script, mais c'est un champ de torsion qui a été illustré donc dans la présentation de Dan l'autre jour. Ce n'est pas vraiment la même chose pour moi. Eh bien, c'est un problème que nous n'arrivons pas à éliminer, hélas. Beaucoup de gens ne sont pas au courant que l'esclavage existe encore dans de grandes proportions aujourd'hui, beaucoup plus que quand c'était légal. Beaucoup plus de gens actuellement sont en esclavage qu'il n'y avait à l'époque de l'esclavage légal. Un grand nombre, évidemment, sont des enfants et ils sont dans l'esclavage sexuel partout autour du monde, globalement. Il y a plus de monde en esclavage aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu. 6 personnes sur 1000 sur la Terre vivent en esclavage. C'est un énorme problème qui est évidemment planqué sous le tapis. Et je veux dire que ces problèmes politiques, ça pose au niveau de la morale aussi, mais l'esclavage n'est jamais parti. Les enfants qui sont donc endoctrinés à un âge très jeune, c'est très facile de s'occuper d'enfants dans ce programme que de le faire dans un adulte, changer le comportement d'un adulte qui serait en esclavage. Donc pour ces gens-là, nous avons donc un film qui est sorti. Ah, je ne me souviens plus le nom. Ah oui, le film Sound of Freedom, c'est ça. Très bon film. Oui, j'ai participé un peu au cofinancement du film et ça m'a vraiment détruit de voir ce film. Mais ça a éveillé quand même une conscience sur le fait que l'establishment a voulu étouffer ce film. C'était vraiment dur à voir. Beaucoup de gens très importants et voulu attaquer évidemment ce film pour l'étouffer. C'est un problème systémique. Il faut vraiment qu'on s'en occupe à un point. Sinon, ça va nous affecter encore tous. C'est vraiment la triste réalité. Beaucoup de gens ne sont pas au courant. C'est quelque chose dont on entend parler, mais la vérité, la dure vérité, quand je regarde ici au niveau de l'économie galactique, donc j'ai vu ça à la première conférence de JESIC aux États-Unis. Donc il y avait des ufologues qui se sont opposés à moi quand j'ai fait une conférence à San José. Ils ont dit mais non, ils peuvent pas de toute façon construire un programme spatial secret, il y a des milliards et des milliards de dollars en jeu. Et dans ma présentation, je leur dis mais c'est basé sur l'esclavage, l'économie de l'esclavage. Ils ne payent pas les gens. Le programme 20 ans et retour, et en fait vous ne payez qu'avec votre temps, votre vie. C'est le problème. Vous pouvez pas donc, vous pouvez vivre autant de temps que vous voulez, ils ne payent pas par l'argent. Donc le travail manuel, et c'est vraiment le plus gros coût dans ces programmes-là. Donc c'est vraiment une grosse dépense. Donc pour enlever quelqu'un, les faire travailler, entraîner en tant qu'enfant, devenir professionnel et travailler pendant des décennies pour eux, et produire et revenir avec aucune monnaie en poche et les mémoires effacées, donc personne ne sait ce qui s'est passé. C'est cette réalité que nous voyons. Donc c'est la première fois où les humains ont cette technologie, voilà ce qu'ils en font. La première façon pour eux de s'en sortir, c'est par le secret. Donc nous, raconter l'histoire pour nous, raconter l'histoire, et donc faire sauter le secret, c'est vraiment la première étape pour régler ce problème.
Moi, je comprends que ces particules virtuelles, tachyons, qui sont censées aller plus vite que la lumière, pour moi, ce sont des ondes de compression, des ondes donc de compression dans l'éther, parce que donc les ondes, ce qu'on appelle aussi les ondes scalaires, parce qu'effectivement, ces ondes se déplacent instantanément à une vitesse quasi illimitée. Donc moi, j'assimile, c'est qu'un problème de terminologie, j'assimile la terminologie tachyon à des ondes scalaires. Pour moi, c'est un synonyme. C'est ma compréhension. Il y a différentes possibilités là, je parle pour ma propre expérience. Après, je ne sais pas pour les autres. Il y a des gens qui font des voyages astro, qui peuvent se déplacer. Le centre de la Terre, j'y suis allé quand j'étais petit. Et plus on va au centre de la Terre, moins on est soumis à la gravité de la Lune, si je ne me trompe pas. Donc forcément, on est moins écrasé. Donc tout est en bas beaucoup plus gros. C'est pour ça qu'il y a des dinosaures, des êtres géants que j'ai rencontrés, des raisins et des fraises grosses comme des ballons de football. Parce qu'il n'y a pas cette espèce de pression qu'il y a. Donc, encore une fois, c'est mon expérience. Moi, quand on entend au milieu, il y a un trou noir, c'est pas ce que j'ai vu. Ou quelqu'un qui dit que la Terre est plate, ben moi, quand je suis sorti, je l'ai vue bien ronde, bien lumineuse, magnifique, avec tous les continents et tout. Puis quand on lève les yeux, ben, je vois pas de plateau à fromage dans le ciel. C'est des sphères. Quand on va... Merci. Quand on va dans un télescope astronomique, on voit les planètes, on voit Saturne, on voit Pluton, Neptune, et elles sont toutes rondes. Donc il faudrait qu'on m'explique pourquoi spécialement on nous dirait que la nôtre est plate ou ovale ou tout ce qu'on veut, ou rectangulaire. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est ma réponse. Si quelqu'un d'autre veut parler de ce genre d'expérience, non ? Oui, en ce qui concerne JP, il a décrit l'expérience de passer dans ces dimensions plus élevées comme quelque chose qui amène beaucoup de stress sur le corps et qu'il a été donc il a dû être assisté à de nombreuses fois et c'est cumulatif. Ce stress sur le corps humain, donc quand on va dans des dimensions plus élevées ou quand on va dans l'espace, donc non pas l'atmosphère mais les fréquences sont vraiment très puissantes et très intenses. Et donc ceci correspond à ce que Radul Sinamar dit, ou Elena dit la même chose aussi. Quand vous allez plus profond à l'intérieur de la Terre, donc les fréquences vont s'élever. Et les gens qui ne sont pas habitués à ces fréquences vont expérimenter beaucoup de stress, l'équipement ne va plus fonctionner. Et c'est pour ça que les expéditions scientifiques à l'intérieur de la Terre vont échouer. La technologie ne fonctionne plus et les gens ne sont vraiment pas habitués à ces fréquences. Ce que je peux dire, c'est que c'était un groupe de Anunnaki négatifs qui ont joué aux dieux. Et ceci, effectivement, c'est là où Enlil et son fils Ninurta et le fils d'Enki, Marduk, qui étaient donc passés de l'autre côté, du côté obscur de la force, comme on peut dire, par Enlil. Et ces trois individus, donc Marduk était Lucifer, ils ont joué aux dieux. C'est tout ce que je peux dire. Et sur la Kaaba elle-même, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait un nom similaire dans la nébuleuse d'Orion. Donc le nom de la Kaaba dans la nébuleuse d'Orion, qui est le nom du trapèze. Donc cet amas, dans cet amas, cluster, se trouvait la reine des nébus. Donc maintenant, ceci a été démantelé. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Je voudrais ajouter à ceci qu'il y a ce livre par un Dr. J.J. Hutter, donc en 1973, qui s'appelle Les Clés d'Enoch, le livre d'Enoch. Et dans ce livre, il dit que la Kaaba est le centre d'un vortex négatif sur notre planète
et qu'il a été créé, et il crée donc une spirale énergétique très négative sur la planète. Ceci pourrait correspondre à ce que Elena a dit sur ce vortex d'énergie, donc la Kaaba et les êtres qui l'utilisent. Ah, je pense que c'est une question très intéressante. C'est intéressant. Jenan Eredion l'a dit que, souvenez-vous que le quartz, l'eau et la lumière et l'amour sont sur la même fréquence. Et donc que l'eau et le quartz sont des ponts interdimensionnels. Et que c'est intéressant que nous ayons développé cet appareil qui permet, avec une fréquence d'un cristal de quartz, donc à la fréquence de 40 096 Hz, enlève toutes les empreintes dans les structures. Donc le cristal est totalement pur. Nous avons un outil très pur avec lequel travailler. Et nous avons trouvé récemment que l'eau peut être clarifiée de la même avec la fréquence 40 096. Et c'est une recherche assez récente qui a été développée là-dessus. Quand vous avez de l'eau structurée, donc il faut la mettre dans les tuyaux, etc., donc la déstructurer, mais quand on la met dans le vortex, elle retrouve sa structure et sa structure hexagonale, sa géométrie. Et son alignement, c'est intéressant de voir que l'eau et le quartz sont tous en structure hexagonale et en alignement avec les tétraèdres, les fractales tétrahydrales holographiques, ces structures. Et donc ça fait vraiment assimilable par le corps. Parce que la structure, l'eau structurée, donc ils ont pris donc vous savez, des carottages de glace dans l'Antarctique. Ils ont trouvé que toutes les formes les structures holographiques de la nature se trouvent dans l'eau. Ça veut dire que l'eau est la résonance universelle à toutes les formes géométriques. Ce qui fait du sens, puisque le quartz en fait de même. Donc, quand on structure l'eau, elle devient donc les organes et tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre corps et qui utilise cette eau structurée, donc est vraiment stimulé beaucoup plus facilement. Est-ce que je réponds à la question ? Les lits médicaux sont prêts. Ils ont été fabriqués sur la Lune, dans les usines de la Lune et aussi dans d'autres usines dans l'espace. Ces lits médicaux, s'ils sont amenés maintenant, ils seront automatiquement détruits par l'état sombre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà régler le problème de l'état sombre. Ils sont prêts à être acheminés, ces lits. Ils sont tout prêts. Ils vont être acheminés dans des hôpitaux publics. Okay, ils seront libres d'accès. On aura juste à payer le personnel soignant, les manipulateurs. Le problème, c'est ça. C'est que tant que l'état sombre a un petit peu de pouvoir, ces lits médicaux, il n'y a aucun moyen qu'ils restent sur Terre sans être détruits. C'est ça le problème. Voilà. Donc c'est ce que j'ai à répondre. Je voudrais pointer le fait que ça va quand même beaucoup plus loin que les medbeds. Aux États-Unis, par exemple, il y a plus de 6000 brevets qui ont été retirés et ne peuvent pas être accessibles à cause de, soi-disant, de la sécurité nationale. Et tous ces brevets traitent de technologies de soins avancées, technologies de propulsion avancées et des technologies d'énergie. Et au début de son administration, en 2017, donc la formation l'acte d'information de Donald Trump a demandé à ce qu'il y ait donc un mémorandum de sécurité nationale pour que toutes les agences de sécurité nationale déclassifient au moins 1000 des 6000 brevets donc, qui avaient été retirés. Eh bien, plutôt que de libérer donc, ces 1000 brevets qui auraient eu attrait avec des soins alternatifs et des nouveaux modèles d'énergie, ce que l'État profond a fait, c'est qu'ils ont visé Trump et ils l'ont enlevé du pouvoir.
au sujet de Solar Warden, il y a beaucoup de choses se passent avec le programme Solar Warden. Et il y a eu une tentative d'avoir certaines de ces technologies qui sont dans le programme Solar Warden, qu'elles soient déléguées ou reprises par la force spatiale et le commandement spatial des États-Unis. Parce que le commandement spatial, donc, il attire à lui donc, des corporations, des sociétés, donc en France, Allemagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, etc. Ils veulent combiner et unifier donc les forces militaires dans les opérations spatiales. Et ils veulent avoir certaines de ces technologies avancées qui sont utilisées par le programme Solar Warden. Ils veulent qu'elles soient libérées pour eux pour que de nouvelles sociétés puissent construire des nouveaux processus pour la Space Force. Donc il y a quand même un problème. Le Deep State, l'État profond, ne veut pas que ces technologies soient donc accessibles à toutes les forces militaires sur la Terre. Et surtout, donc, les pays qui sont en collaboration avec le commandement spatial des USA. Il y a un effort, malgré le combat en cours, il y a un effort pour que ces technologies soient relâchées. C'est une bataille. Et donc, dans ces sociétés multinationales, il y a des tentatives pour que les technologies arrivent finalement à disposition. Et dans le futur, je pense qu'il y aura un annoncement que le programme Solar Warden fonctionne. Mais Elena peut expliquer mieux cela avec Soran. Oui, donc la révélation du programme Solar Warden ne peut pas arriver maintenant, parce que l'État profond va tourner l'information dans une autre façon, évidemment. Ils vont dire... Donc ce sont des extraterrestres qui nous envahissent, ils sont régressifs, négatifs, ne leur faites pas confiance, il faut les combattre. Donc ça, c'est pour que le programme Solar Warden et toutes les flottes de l'Alliance Galactique soient impliquées. C'est pour ça que le mouvement de révélation et cet événement, donc en mode catastrophique, doit être repoussé à un moment où l'État profond ne sera pas une menace pour transformer le narratif de ce qui va se passer. Et pendant ce temps-là, pendant que nous avons ce combat contre l'État profond, nous sommes en train de prendre des positions et nous savons que le moment de la grande révélation va venir. Donc ce saut va être de plus en plus court. Ce qu'il faut rattraper, c'est que certaines sociétés qui sont capables de réaliser ça, qui sont en train de produire des nouvelles technologies, donc les vaisseaux antigravité, les technologies qui sont déjà en utilisation depuis des décades dans le programme spatial secret et le programme Solar Warden. Et Soran a dit quelque chose qui est vraiment profond et très puissant et qui a beaucoup de sens. Il dit, ce n'est pas la grande révélation qui va vous libérer, mais c'est votre effort pour vous libérer vous-même qui va permettre et amener la grande révélation. L'éveil de conscience sur cette planète est général. Et ce n'est pas une région géographique qui est plus éveillée qu'une autre, c'est global, c'est global. Il y a certaines cultures qui sont très contraignantes, mais cela n'empêche pas les gens de se réveiller. Seulement, ils n'en parlent pas, donc parce qu'ils ont peur de parler et de s'exprimer. Mais cet éveil a lieu globalement. Voilà, c'est ce que je dirais. Oui, pour cette question, je pense que c'est une question importante. Ça va être un peu controversé, ce que je vais dire, et des gens ne vont pas aimer, mais en 1935, il y avait un grand prophète aux États-Unis, Edgar Cayce, et il disait qu'un jour, après la fin du communisme, la Russie serait l'espoir du monde. Et ce que je vous dis maintenant, c'est que la Russie de Vladimir Poutine n'est pas en train de combattre l'Ukraine, il n'est pas en train de combattre l'OTAN, il combat l'État profond, et l'État profond veut vraiment éliminer Poutine et éliminer la Russie.
J'ai eu mes souvenirs et j'ai vu, mais cet endroit est vrai, je regardais en ligne et j'ai vu que ça existait. Alors, ça m'a vraiment mis un contexte à tout le reste, tout ce dont je me souvenais par la suite. Et je suis passé par beaucoup d'événements dans ce processus de remémoration. La première chose que j'ai trouvée, c'est qu'il a vraiment des pics émotionnels quand des fragments de mémoire et de souvenirs reviennent. Et c'est un souvenir dramatique. Donc ces pics hémonotiques sont les premières choses dont vous vous souvenez. C'est vraiment ces choses-là qui sont les pics de l'iceberg. Donc si vous êtes battu ou quelque chose vous a été volé ou vous êtes amoureux, ces émotions sont très puissantes et elles sont les premières à revenir. Par contre, se brosser les dents ou laver son linge, on a du mal à s'en souvenir, mais c'est toujours là quand même. Et le processus de toujours revenir sur cette mémoire creusée, donc c'est vraiment une action qui est un peu en dents de scie. C'est comme une mémoire musculaire. Il faut travailler dessus pour que ça revienne. C'est des choses que j'ai travaillées vraiment. Quand je me suis devenu public, je me suis demandé, parce que beaucoup de sceptiques étaient là, donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui était inventé. Mais en ce qui concerne ces souvenirs de vie antérieure, il faut trouver un point de référence sur lequel il y a un contexte. Je me souviens de cette chose précise, et ça n'est nulle part ailleurs sur la Terre, donc ça doit être quelque chose dans lequel je peux recréer un contexte. Sinon, des techniques comme l'hypnose sont peut-être un petit peu d'aide, mais c'est pas vraiment concluant. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais quand on se souvient de quelque chose qui est vrai, si je me souviens d'être monté sur cette scène, je peux me souvenir aussi comment je suis rentré dans l'immeuble. Si j'ai rêvé que je montais sur scène, je ne peux pas savoir comment je suis rentré dans l'immeuble. Donc là, c'est un rêve. Si c'est un vrai souvenir, vous pouvez trouver tout ce qui s'est passé avant et après ce souvenir. Et même si certains souvenirs sont un peu ennuyeux et courants, il faut travailler dessus. C'est un exercice. C'est comme Tony. Ce que je pourrais rajouter, c'est que pour ma part, quand j'ai certaines mémoires que j'ai contactées sont arrivées par... c'est comme un rêve éveillé. Tu sais que tu rêves, mais en fait, c'est pas un rêve. Et c'est très, très, très émotionnel. Je ne sais pas exactement tout ce que tu as dit parce que c'est en anglais, mais pour ma part, c'est très émotionnel. Et je pourrais juste donner un petit outil. Je n'ai pas compris si tu as expliqué un outil pour se souvenir, mais moi, un de mes outils que j'utilise, c'est vraiment le soir, avant de me coucher, je vais poser des questions. Puis je vais m'endormir vraiment en tournant la question sans arrêt dans ma tête et je vais avoir des informations qui vont venir là-dessus pendant la nuit. Parfois, ça marche pas. C'est pas grave, faut pas se décourager, il faut juste persister. Et un autre truc aussi, c'est le matin, juste avant au moment que tu te réveilles, juste avant que ton cerveau commence à spinner de tout ce que tu as à faire dans ta journée, tu es comme dans cet état, dans cette zone justement que tu peux capter plein d'informations. Alors là, à ce moment-là, moi j'appelle ça de l'auto-hypnose. Alors, je vais juste, tu te réveilles tranquillement et là, tu sais que tu commences à te réveiller, tu gardes les yeux fermés et tu poses une question précise de quelque chose que tu as envie de savoir. Et là, tu retournes comme si tu voudrais te rendormir vers l'endormissement et il peut y avoir une image qui va monter ou un mot qui va monter. C'est pas nécessairement des... Oui, on peut avoir des grands bouts de mémoire, des expériences, une mémoire qui revient, qu'on voit vraiment un gros morceau, plusieurs morceaux de casse-tête, supposons, mais ça peut être aussi vraiment juste des petits bouts. C'est pas grave. Accumulez-les, les petits bouts, écrivez-les. Vous allez voir, à un moment donné, ils se mettent ensemble, ces pièces de casse-tête-là. C'était ça que je voulais rajouter. Bonne question. On a dit que le passé, le présent et le futur avaient un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'ils se passaient tous en même temps. Voici ma réponse. Puis-je ajouter quelque chose à ceci? JP continue à avoir des missions dans l'espace
Il est dans l'armée, toujours actif, et il me rapporte souvent certaines de ses missions. Il y a une mise à jour qui va arriver donc dans les prochaines semaines. Et dans cette petite mise à jour, il a découvert qu'il avait fait beaucoup plus de missions qu'il ne se souvient, et qu'il pense que quand le temps viendra, il va pouvoir commencer à se souvenir intégralement de ses missions. Une de ses missions était très dangereuse, donc elle était vers Saturne. Donc il a et il lui a été révélé des choses très intéressantes dans cette mission vers Saturne, et nous allons discuter dans ma prochaine mise à jour, la prochaine, dans une semaine ou deux. Oui, à propos de ces momies, il y a eu des enquêtes qui ont été faites par de nombreux scientifiques. Ils ont été commissionnés par donc Animation de Mexique, Gaia TV. Et ces scientifiques ont détaillé les études sur les momies de Nazca, la façon dont une surtout qui s'appelait Maria, donc, qui date de plusieurs siècles. Ils ont dit que ce n'était pas une humaine. C'est là où il y a une confusion. C'était une extraterrestre, non, c'était une cryptoterrestre. Donc, ils ont considéré, donc, les scientifiques, que cette momie qui était authentique était sans doute indigène à la Terre, mais non humaine. Donc, il y a des caractéristiques humanoïdes. Et ce que fait dans ce cas-là le tas profond, c'est qu'ils envoient tout un tas d'informations fausses qu'ils mettent avec les informations authentiques, les données authentiques. Et les scientifiques arrivent, ils voient toutes les informations fausses, ils disent « Ah, mais non, mais là, tout est faux dans ce cas-là ». Donc, il y a quand même certaines de ces momies authentiques qui ont des siècles et des siècles d'ancienneté, qui ne sont pas donc, des espèces non humaines, mais indigènes à la Terre, des cryptoterrestres. Ah, c'est pas une note très positive. Bon, donc voilà la question des humains en tant que nourriture. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et j'ai passé du temps là. Et le cannibalisme était quand même assez global à une certaine époque de l'histoire de la Terre. Donc les chrétiens, évidemment, ont essayé d'éradiquer ça. Donc ensuite, on s'est débarrassé des rituels de sacrifice humain, mais les élites semblent continuer. Et de ce que je sache, c'est mon opinion, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, je pense que d'être victimisé par donc ces abus profonds, j'essaye de comprendre mes abuseurs. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et de ce que je peux en dire, nous avons donc des groupes d'âmes qui s'incarnent, donc ici comme les Starseeds. Donc ce sont des espaces qui ont trouvé les humains sont délicieux. Les reptiliens, par exemple, il y en a beaucoup encore qui nous mangeraient comme dîner. Il y a des reptiliens qui seraient nos amis. Mais il y a beaucoup de différences donc, dans cette extension de la nature qui va bien au-delà des étoiles. On peut aller dans la jungle et trouver n'importe quel prédateur qui va vous tuer, vous manger, ou un autre animal qui va être votre ami. Et c'est la même chose dans tout le cosmos. Certaines espèces vont nous manger. C'est une histoire de comportement naturel. Et s'ils s'incarnent, ces gens-là, dans nos élites, ils vont peut-être retrouver les mêmes comportements. C'est ma tentative d'expliquer, de donner une logique à quelque chose qui me semble toujours illogique. Et si nos leaders se comportent de façon inhumaine, peut-être ils ne sont pas du tout humains. Juste avant de passer à la dernière question, je voudrais juste ajouter quelque chose après ce que Tony a dit. Une suggestion, c'est de cesser d'appeler les élites des élites, mais plutôt la classe des prédateurs. Oui, bravo. Nous sommes tous ici en première ligne. C'est nous qui prenons les flèches. C'est nous qui prenons des risques à faire des divulgations sur nos vies, à faire des divulgations sur ce que nous avons vécu, à visage découvert, avec notre vrai nom. Et nous ne bottons jamais en touche. Merci.
Oui, tout à fait. Eh bien, c'est les cycles naturels de l'eau, de la photosynthèse, tout ça, ce sont des cycles qui fonctionnent absolument partout où il y a de la nature. À partir du moment où cette nature n'est pas altérée par des... Comme ici sur Terre, par exemple, l'état sombre le fait. Donc, oui, sur Alpha Centauri, les planètes d'Alpha Centauri, oui, bien sûr, ils sont... Tout va très bien là-bas chez eux. Ils vivent en harmonie avec leur environnement. Tiamat qui a porté d'autres noms, comme Maldek par exemple, la 5e planète. Ceci s'est passé bien antérieurement avant le Younger Dryas. Ça s'est passé, je crois qu'il y a 20 500 ans, il y a eu une grosse explosion dans le système solaire. Je ne sais pas si c'est Maldek, mais je pense que c'était à ce moment-là. Il y a eu plusieurs catastrophes successives sur Terre. Ce serait ce que j'aurais à vous répondre. Bon, je vous remercie. Nous avons largement dépassé l'horaire. Pardon. Je voudrais juste finir de dire que par rapport à la question précédente sur les plantes et les arbres, qu'une des choses que JP a expérimenté pendant ses missions, c'est que des civilisations sous la Terre ont apporté à l'humanité de la Terre certaines plantes et des graines, des semences d'arbres qui vont guérir beaucoup de maladies humaines, qui vont prolonger la vie et qui vont restaurer notre santé globale. Et ceci, donc, malgré la suppression des brevets, donc de ces 6000 brevets, donc, ces brevets sont une indication donc, de l'ingéniosité de l'humanité globalement, qui permettent de résoudre tous les problèmes que la classe des prédateurs donc, a essayé de supprimer pour nous contrôler l'information. On ne peut pas arrêter l'humanité d'inventer, de créer des nouvelles façons de prolonger la vie, de trouver des nouveaux systèmes d'énergie, de restaurer la santé et nous aider à retrouver nos frères et sœurs des étoiles. Merci beaucoup Michael, merci tout le monde pour cette session questions-réponses, merci Dan de cette connexion avec nous. C'était mon plaisir, donc j'étais vraiment content de vous rejoindre et de rejoindre bientôt Chris dans le Colorado et nous allons pouvoir démontrer donc le générateur de frill donc, qui est actuellement en train de produire et on prendra la mesure devant tout le monde. Merci beaucoup et on se voit donc dans le Colorado à la fin du mois de septembre.